Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Éthique et pratique médicale. Éthique et pratique médicale, fondée par Richard Moreau, collection dirigée par Roger Tessou. La collection Éthique et pratique médicale est une tribune qui permet à tous les acteurs du monde de la santé, professionnels, enseignants, administrateurs, économistes et patients d'exposer leurs opinions, de décrire leur expérience et de proposer des solutions aux problèmes posés par une profession en pleine mutation, et ce en toute indépendance et en conformité avec la déontologie et les bonnes pratiques médicales. Dernière parution. Julie Lenoble-Martin, Le droit d'accès aux soins des personnes sourdes en France, 2021. Alain Goldcher, Bien vivre avec un oignon. Questions-réponses illustrées sur l'hallux valgus, le trouble statique le plus fréquent 2021. Jeannot Banitse, Soins palliatifs en RD Congo et en Afrique. Appel à la promotion et l'intégration, 2021. François Matt, La recherche médicale française. Hier on la trouvait, aujourd'hui on la cherche, 2021. Jacques Morna, Choix et médecine, 2021. Philippe Viard, On n'est jamais assez vieux pour faire un mort, repenser les soins pour les personnes dans les services de longue durée, 2021. Justine Dill, Vaccin entre méfiance et adhésion, 2021. Jean-Yves de la Caffinière, 50 ans de pratique chirurgicale. Pensée parallèle, 2021. David Leriche, Équilibre et motricité chez les personnes âgées, la liaison œil-pied, 2020. Bernard Jurth, Vivre mieux à tout âge grâce à l'ostéopathie, suivi de Journal d'un voyage aux sources de l'ostéopathie, 2020. Claire Grand, Les maladies expliquées aux enfants. Microbes et compagnie, 2020. Khadija Charaoui et Antoine Biwa, Corps et traumatisme, théorie et sens de la maladie, 2018. Jean-Yves de la Caffinière, La prise de décision médicale, un art ou une science, essai 2019. Élodie Petitjean et Olivier Petitjean dire, Histoire de la relation médecin-malade. Analyse autour des concepts d'information, de consentement et d'autonomie du patient, 2018. Philippe Liverneaux, Life Surgery. Alerte sur une pratique médicale dangereuse, 2018. Dédicace. À ma femme pour sa présence. À ma fille Isabelle, qui m'aide à cheminer. À mon père, écologiste bien avant l'heure. Avant-propos. La médecine de la personne et de ses comportements proposés dans cet ouvrage souhaite contribuer à refonder la prévention, si mal comprise. Bien souvent pourtant elle améliore la qualité de vie et l'espérance de vie, parfois plus que les traitements médicamenteux. L'exemple des personnes ayant une hépatite chronique à virus C et des dites comorbidités comportementales est illustrant. Bien sûr l'auteur en est conscient, cette médecine n'est qu'une réponse partielle et non pas totale et globale aux insuffisances actuelles de la santé en France. Certains lecteurs pourraient conclure que ce texte n'est qu'un exposé décrivant des observations banales et des données de bon sens. Et vide. Certes, mais alors pourquoi la quasi-absence de changement, et une médecine encore essentiellement curative? Lors de conférences sur le thème, l'auteur a plusieurs fois entendu ce commentaire, comme par exemple venant d'un vice-doyen de la faculté de médecine de Fès, Maroc. Il ajoutait : Mais pourquoi la population dans son ensemble en tient si peu compte ? C'est la question fondamentale de la prévention. Mais il ne s'agit pas que de prévention primaire. Certes, la médecine des comportements a une grande importance en prévention primaire, mais aussi en prévention secondaire et tertiaire, au même titre que les médicaments qui sont prescrits dans les maladies chroniques avant les complications. Dire ne suffit pas, et la médecine des comportements fait appel à la motivation des personnes et à la pratique de l'entretien motivationnel par les soignants. Cette indispensable rencontre soigné-soignant fait qu'il s'agit bien d'une médecine de la personne. Il est nécessaire que le soignant fasse l'effort de comprendre pourquoi la personne se comporte de telle ou telle manière, et que la personne soignée, s'interrogeant sur le pourquoi de son comportement, essaie de l'améliorer. Le projet est ambitieux certes mais pas utopique, comme le pensent certains. Il se pourrait qu'il ne croit pas suffisamment aux ressources insoupçonnées de la personne humaine. Avant de développer son propos, l'auteur souhaite s'excuser vis-à-vis des personnes rencontrées, des malades, des familles, des amis. Je suis conscient de mes insuffisances.
Ce livre propose une manière d'être, de soigner, de rencontrer, d'accompagner et de traiter, ce que je n'ai pas toujours suffisamment su faire pendant mes activités de soignant. Il en est de même pendant mes fonctions de chef de service. Je le regrette et je demande à ceux que j'aurais pu blesser ou mal rencontrer, de ne pas m'en tenir trop rigueur. La nature humaine est imparfaite. Présentation. Les retours des différentes interventions, conférences, enseignements sur le thème de la médecine des comportements et de la prescription verte ont progressivement incité à la rédaction de cet ouvrage. Aussi il n'est guère surprenant que soit repris le plan habituellement adopté, ainsi que les modalités de ces présentations, très picturales. Beaucoup de thèmes ou de concepts y sont illustrés par des œuvres d'art, peintures ou sculptures de l'Antiquité en passant par le Moyen Âge, la Renaissance jusqu'au XXe siècle en particulier du surréalisme. L'image frappe. Elle contribue à cristalliser les opinions, sans doute davantage que les chiffres ou tableaux ou les explications longues et complexes. Et même si elles représentent des thèmes difficiles dans le contexte, elles sont belles. C'est tout au moins ainsi que l'auteur le ressent, et les retours des auditeurs le confortent dans cette analyse. Les professionnels de l'information connaissent l'importance de l'image, de la représentation. Ils en usent sur les écrans de télévision d'ordinateur ou dans les salles de spectacle. Lire ou écouter un discours nécessite une réflexion et une concentration bien différentes. Le livre ne peut pas être l'image. Dans cet ouvrage, les images qui ont été utilisées lors des présentations seront souvent reprises et expliquées tout au long de ces différentes parties, sans pouvoir les montrer. Dans un premier chapitre, un constat de la fréquence et de l'importance des maladies chroniques en France sera d'abord fait. Il conduira à expliquer le changement de paradigme de la médecine au XXIe siècle. Le deuxième chapitre décrira l'attitude actuelle des soignants, et de la population en général, devant ce constat. Le troisième chapitre exposera les bénéfices potentiels attendus en adoptant des comportements favorables. Dire est une chose mais changer de comportement en est une autre. Ce sera l'objet du chapitre suivant. Le cinquième et dernier chapitre proposera des actions concrètes pour faire progresser la médecine des comportements dans la pratique. Formation des professionnels soignants, exercice professionnel, dont la place à accroître de la profession infirmière, action collective sociétale et gouvernementale. Les chapitres 1 et 3 pourraient être considérés comme des données déjà connues, et donc superflues. Mais remettre en perspective l'importance de la prévention dans l'esprit de l'ouvrage et de la médecine des comportements est de grande importance pour aborder les changements proposés. Il restera à espérer et à continuer de s'investir pour que cette conception de la relation soignante sur laquelle s'appuie la médecine des comportements progresse dans notre société pour le plus grand bien de la population française. Chapitre 1 : Le changement de paradigme et le constat. Les progrès de la médecine depuis des siècles, surtout depuis le XVIIIe siècle, se sont appuyés sur les connaissances grandissantes de la physique et de la chimie. L'invention du microscope a permis de commencer à analyser l'infime petit. Depuis la nuit des temps, les épidémies, peste, variole, tuaient des milliers voire des millions de personnes. Encore au début du XXe siècle, la grippe espagnole aurait été responsable de plus de morts que la Première Guerre mondiale sur les champs de bataille. La peur ancestrale de ces épidémies reste présente dans l'imaginaire collectif, et l'épidémie du SRAS-CoV-2 en 2020 en témoigne. La connaissance des microbes, micro et bio, petits et vivants, leur individualisation, les bactéries puis les virus, a été un progrès gigantesque pour la médecine. Elle a permis de comprendre puis de lutter contre les maladies infectieuses. Les progrès ont été spectaculaires. Grâce aux antibiotiques pénicilline, sulfamide, streptomycine et isoniazide, et aux vaccinations, nombre d'infections bactériennes ou virales, souvent mortelles, ont pu être maîtrisées, telles que la méningite à méningocoque, la tuberculose, la variole, l'hépatite à virus B. La liste est longue. Il s'en est suivi une crainte de l'infection par tout germe, une confiance souvent aveugle dans les antibiotiques et l'idée qu'il était nécessaire d'éradiquer tout germe, cf. La recherche de candidats albicans dans les selles, le non-respect de la flore cutanée, les antibiotiques dans les angines virales. Prenant conscience de cette dépendance, des messages officiels type « les antibiotiques ce n'est pas automatique » ont commencé à être diffusés. Les progrès se poursuivant,
l'importance des bactéries et des virus est maintenant de mieux en mieux comprise. L'intégration de fragments viraux dans le génome humain est connue. La population sait que l'être humain est aussi composé de bactéries. Dans l'évolution de la vie, les bactéries ont joué un rôle majeur, en étant sans doute à l'origine des mitochondries, organites fournissant l'énergie de la cellule. Elles sont nécessaires à la vie des organismes plus complexes comme la personne humaine, symbiose entre le corps humain et le microbiote. Ce microbiote, en particulier, mais non exclusivement intestinal, est l'objet de recherches considérables qui contribuent à mieux comprendre son rôle et son importance. Il y a plus de bactéries dans le tube digestif que de cellules dans le corps humain. Progressivement, il se fait jour que les bactéries et les virus sont en général nos amis et nos partenaires et rarement, mais de manière spectaculaire, nos ennemis. Pour autant, la peur des bactéries et des virus ne disparaîtra pas aisément. Comprendre pourquoi dans certaines situations, mutations et ou chez certains, sensibilités individuelles génétiques et ou acquises, leur virulence et nocivité s'accroît devrait permettre d'y contribuer. En particulier, quels facteurs de risque sont impliqués dans la sensibilité particulière individuelle vis-à-vis des infections. La personne debout et la personne couchée. Mais à l'aube du XXIe siècle, la société n'a pas vraiment pris conscience d'un changement majeur. Les causes de décès dans le monde, et en particulier en France, ne sont plus les infections bactériennes et ou virales et ou parasitaires, en partie du fait qu'elles sont mieux prévenues ou traitées. Les NCD, non communicables diseases ou maladies non transmissibles, hormis l'aspect à ne pas négliger, de la transmission culturelle et sociétale, sont responsables de la très grande majorité des décès. Selon l'OMS, en 2014, 87% des causes de décès en France, pour un total de 554 000 décès, étaient en rapport avec ces NCD, et seulement 6% pour les causes dites communicables dont les infections. Pour ces NCD, les facteurs de risque principaux sont connus: consommation de tabac, consommation d'alcool à risque, malnutrition, quantitativement et qualitativement, activité physique insuffisante, sédentarité excessive, sommeil perturbé, apport excessif en sel. À cette liste, il faut ajouter la pollution, air, pesticides, perturbateurs endocriniens, responsables de maladies le plus souvent chroniques. Ce sujet majeur, pollution et santé, est hors du champ que l'auteur se propose dans cet ouvrage. Ce constat explique le changement de paradigme médical. Au XXe siècle, les maladies aiguës, en particulier infectieuses, étaient prises en charge par le médecin clinicien aidé par la religieuse puis par l'infirmière. Les personnes malades étaient le plus souvent couchées. Clinicien est un terme d'étymologie grecque, clin signifiant le lit. Au XXIe siècle, les maladies chroniques, qui sont donc de loin les plus fréquentes avec leurs facteurs de risque, se rencontrent chez des personnes très longtemps debout avant que ne surviennent des symptômes invalidants et ou des complications. La personne debout pourra davantage être prise en soin et moins en charge. Les mots ont du sens, par le soignant qui n'est plus exclusivement le clinicien et son équipe. Le médecin est certes toujours soignant, mais il n'est plus le seul au premier plan. Il y a aussi, et en particulier, l'infirmier ou l'infirmière et le pharmacien. Il constitue un réseau libéral essentiel avec d'autres soignants dont l'importance va grandissante comme le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, l'enseignant en activité physique adaptée, le psychologue. Cette liste n'est pas exhaustive. Contrairement à la prise en charge de la personne couchée, pendant longtemps avant les complications de la maladie chronique, l'approche de la personne malade debout devrait d'abord, et le plus souvent possible, être préférentiellement non médicamenteuse. Ce qui n'exclut pas une place importante, et souvent essentielle, des médicaments. La médecine des malades ayant des maladies aiguës s'élargit maintenant à la médecine des comportements de la personne. Ce changement d'approche soignante va devoir se répercuter dans la formation des différents soignants. Une meilleure reconnaissance, y compris matérielle, de la relation soignante s'avère indispensable. La valeur actuelle de la consultation médicale, en particulier celle du médecin généraliste, est très insuffisante et est à reconsidérer en veillant à sa reconnaissance matérielle financière. Espérance de vie et facteurs de risque. Ce changement de paradigme, avec la médecine des comportements, est essentiel. La maîtrise ou non des facteurs de risque favorables s'accompagne d'une modification considérable de l'espérance de vie et de la qualité de vie. De nombreuses études cas témoins et surtout de cohortes sont éclairantes.
L'absence des facteurs de risque est régulièrement associée à un gain d'espérance de vie très important de l'ordre de 7 à 18 ans selon les études, associé à une amélioration importante de la qualité de vie, 51 2018 et 2020. Le tabac, la consommation d'alcool dite modérée, la nutrition, qualitativement et quantitativement, et le niveau d'activité physique sont les facteurs qui ont fait l'objet d'études d'ampleur. Les études sur la sédentarité, le sommeil, la consommation de sel ont fait aussi l'objet d'études mais de manière moindre et moins structurée et souvent étudiées jusqu'à très récemment seulement comme un facteur isolé. À titre d'illustration, une étude de grande ampleur 51-2018 portant sur 2 cohortes prospectives aux USA, Nurse Health Study et Health Professionals, 78 865 femmes et 44 354 hommes ont été suivis en moyenne 34 ans. 5 facteurs de risque favorables ont été individualisés. Pas de tabac, index de masse corporelle IMC, poids-taille au carré avec comme valeur normale 18 IMC 25 kg par mètre carré, consommation d'alcool modérée, activité physique modérée ou plus intense de 30 minutes ou plus par jour, une qualité nutritionnelle élevée, apport de plus de 40%, fruits, légumes et protéines végétales. Les femmes âgées de 50 ans avaient une espérance de vie de 83,1 ans, si elles avaient les 5 facteurs favorables contre 69 ans en l'absence d'un seul facteur favorable, soit une différence de 14,1 ans. Pour les hommes de 50 ans, la différence était de 12,2 ans, espérance de vie respectivement de 37,6 ans et 25,5 ans. Une analyse ultérieure des données des mêmes cohortes a mis en évidence que, pour ce qui concernait le risque de cancer, le tabac chez l'homme, l'obésité chez la femme et chez l'homme étaient les facteurs de risque associés prépondérants, en cause dans 75% des différences 51-2020. Ces données concernant l'obésité sont encore sous-estimées, l'obésité étant encore souvent davantage vue comme un facteur de risque et non une maladie. Mais la différence n'est pas si évidente qu'il y paraît. L'épidémie récente de la Covid-19 l'illustre avec la nécessité d'assistance respiratoire chez plus de 80% des personnes avec obésité. La notion de facteur de risque sous-entend une notion de très grande importance. Il s'agit d'une démarche probabiliste. Or, une personne n'est pas une statistique mais une personne unique du fait de sa génétique, héritage génétique de ses parents biologiques, et également unique de par ce qu'elle a vécu depuis sa naissance. Mais pourtant qui n'a pas souvent entendu ou prononcé des expressions telles que les suivantes, si critiquables, mon père a bu 4 verres de vin par jour et il est décédé à 95 ans. Alors, je peux bien faire de même. D'ailleurs la doyenne de l'humanité Jeanne Calment a dépassé 120 ans, et elle buvait du Porto chaque jour. En plus elle a fumé du tabac chaque jour pendant 90 ans. Alors moi aussi je peux bien. Ou encore, mon père et ma mère étaient diabétiques moi aussi, je n'y peux rien. En ne voulant voir que l'aspect génétique, réel, mais pas celui des habitudes alimentaires. Il y a aussi l'inverse. Le médecin disant s'appuyant sur son autorité de soignant détenteur d'une soi-disant vérité scientifique intangible, si vous continuez à ne pas m'écouter, à fumer et à ne pas suivre mon régime, vous serez mort dans 10 ans, ce qui est heureusement à risque d'être démenti. Ce type d'expression est entendu dans la vie de tous les jours en allant faire ses courses, ou dans le cabinet du médecin. Elles peuvent aussi être en accord avec les connaissances scientifiques collectives. Ainsi Robert Marchand récemment décédé à 108 ans, recordman cycliste de l'heure à 105 ans quand un journaliste lui demandait son secret de longévité, répondait « J'aime sortir de table en ayant une petite faim. J'ai usé de tout mais je n'ai abusé de rien », ce qui est plus en rapport avec les conseils des soignants et avec les conseils de tempérance, c'est-à-dire comme L', explique Épicure, de non-dépendance et de maîtrise de ses comportements. Ces exemples de la vie courante illustrent une notion essentielle trop oubliée ou mal comprise. Une vérité statistique, s'appuyant sur les facteurs de risque, n'est pas une vérité individuelle. Mais la force du vécu de la représentation est telle qu'il n'est pas aisé de s'en extraire pour raisonner à partir de données collectives. Tabac, alcool, pollution. Le tabac est le premier facteur de mortalité en France avec une estimation de l'ordre de 73 000 décès par an, suivi par la consommation d'alcool estimée responsable de 41 000 décès annuels. Dès la première cigarette fumée, le risque cardiovasculaire s'accroît de près de 50% mais,
Présentation plus positive. Les personnes diminuant leur consommation de 20 cigarettes à une par jour voient leur risque cardiovasculaire diminuer de moitié. Ces données sont à dire et à rappeler. Souvent une ou quelques cigarettes quotidiennes sont considérées comme anodines, y compris dans le milieu cardiologique comme l'auteur a pu le constater dans son entourage. Certes, à chaque personne sa sensibilité ou pas, à un facteur de risque, mais personne ne connaît vraiment son niveau de sensibilité. Quant au tabac à rouler, une cigarette roulée est estimée à un risque équivalent de 2 ou 3 cigarettes classiques. Concernant l'alcool, les recommandations actuelles en France sont de ne pas dépasser 2 verres standards de boissons alcoolisées par jour, de s'abstenir au moins 2 jours par semaine et ne pas dépasser 10 verres standards par semaine. Ces conseils sont valables pour l'homme et la femme, même si la femme a une sensibilité un peu plus importante à l'alcool en rapport avec son pourcentage de masse graisseuse et un espace de diffusion de l'alcool moindre que celui de l'homme. La protection cardiovasculaire que fournirait une faible consommation d'alcool régulière reste argumentée pour les adultes de plus de 40 ans, mais est challengée par de nouvelles analyses des études publiées utilisant la technique de randomisation mendélienne. Il ne s'agit pas d'une réelle randomisation, impossible à effectuer dans ce contexte, mais d'une comparaison basée sur un profil génétique impliqué à la fois dans le risque étudié et dans la consommation. À faible dose d'alcool, la protection cardiovasculaire qui reste discutée est à opposer au risque de cancer généré par l'alcool et pour lequel il n'est pas observé de dose seuil, tout particulièrement pour le cancer du sein. En chiffres de mortalité annuelle, la pollution pourrait s'intercaler entre ces deux facteurs de risque avec des estimations reposant seulement sur une modélisation, se situant entre 48 000 et 34 500 décès selon le critère de référence, les lieux sans pollution aucune ou avec une très faible pollution. Il s'agit d'un problème majeur de santé publique médiatisé à juste titre, mais il ne sera pas analysé et développé dans cet ouvrage dont ce n'est pas le but, surtout centré sur la relation soigné-soignant. Un commentaire toutefois sur, non pas la pollution de l'air, mais celle en rapport avec les perturbateurs endocriniens. Il s'agit de substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et ce à très faible dose de l'ordre du micro ou nanogramme voire moins. Cette réalité n'est guère discutée, mais la toxicité d'une cigarette, dont les composants sont bien plus lourds, sera vue avec scepticisme. Une seule cigarette pour le plaisir quand même. Et oui, tout dépend de la sensibilité individuelle. Banalisation d'un côté, vigilance de l'autre, ces avis paradoxaux sont fréquemment exprimés. La médecine des comportements se différencie de l'addictologie. Le problème de santé publique représenté par la consommation de substances psychoactives autres que tabac et alcool sera donc peu abordé. Il est cependant utile, devant la fréquence de sa consommation, de rappeler les effets négatifs du cannabis. Une consommation prolongée, sans parler des accidents aigus sur la voie publique, favorise une dépendance psychique, des problèmes de mémoire et de motivation, un isolement social et une aggravation des troubles psychiques avec anxiété et bouffées délirantes. Selon de nombreuses études, les consommateurs de cannabis auraient près de 2 fois plus de risques qu'une population témoin de développer une psychose, une schizophrénie. Autre point non négligeable, une diminution des performances cognitives et psychomotrices avec des difficultés scolaires est observée chez les adolescents consommant du cannabis. Et la maturation du cerveau, en particulier préfrontal, n'étant pas achevée avant un âge moyen de 25 ans, la persistance de lésions définitives n'est pas à exclure. La fumée du cannabis contient des substances cancérigènes comme celle du tabac. Le joint de cannabis fait inhaler 6 à 7 fois plus de goudron et de queue que la cigarette. Risque de cancer du poumon ainsi que des voies urinaires. Inactivité physique, sédentarité. Les données précédentes, tabac, alcool, pollution, en général bien connues, ont été rappelées pour les mettre en perspective avec des facteurs de risque moins solidement étudiés dans les cohortes. Ainsi, l'activité physique insuffisante serait responsable d'autant de décès que le tabac au niveau mondial. Estimation de 5,3 millions de décès par an en rapport avec une inactivité physique contre 5,1 millions par an pour le tabac, UN. L'inactivité physique est en cause dans 8,7% des décès prématurés en France, lit l'ANSES 2012.
L'activité physique ne doit pas être confondue, comme trop souvent, avec le sport ou même l'activité sportive. Elle ne se résume pas qu'à cela. Une activité physique significative peut exister dans le travail, les activités domestiques ou récréationnelles, les loisirs. La marche rapide est devenue une référence de l'activité physique souhaitable. Une étude australienne a même été intitulée en anglais « Quelle est la vitesse de marche de la mort ?» Stanoway. Les auteurs ont recruté tous les hommes de plus de 70 ans d'un district, en précisant avec humour avoir recherché sans les trouver les coordonnées du faucheur, de l'envoyé de la mort, tels que l'encou, messager de la mort des légendes bretonnes chères à l'auteur. Ils les ont fait marcher en mesurant leur vitesse, puis ils les ont suivis pendant 5 ans. Sur 1705 hommes, 266 décédèrent. Les personnes décédées étaient essentiellement surtout celles qui au départ marchaient à moins de 3 km/h, alors qu'aucun de ceux qui avaient une vitesse de marche de plus de 5 km/h n'avait été rattrapé par l'envoyé de la mort. Sur le mode humoristique mais toujours aussi scientifique, une équipe française d'Angers répondit à cette publication en faisant référence à la peste du XIVe siècle. Elle progressait chaque jour depuis Marseille sur Bordeaux et Paris à 8 km/h par jour. Abraham était ainsi illustré avec humour la nécessité de marcher assez vite, mais aussi assez longtemps chaque jour pour rester en bonne santé. Comment se définit l'inactivité ou activité physique insuffisante ? C'est une activité supérieure à la dépense énergétique de base, mais inférieure aux recommandations pour la santé. La recommandation de faire 10 000 pas par jour, soit 7-8 km par jour, assez médiatisée depuis quelques années, repose en fait sur des données assez obscures et non scientifiques. Il s'agirait d'un nom donné lors de la commercialisation d'un podomètre japonais, permettant de mesurer 10 000 pas. Actuellement l'OMS conseille 30 minutes de marche chaque jour. Le critère vitesse de marche ne doit pas être oublié. La marche conseillée, pour avoir les effets bénéfiques escomptés, doit être rapide, soit de 4 à 5 km/h. En pratique, cela suppose de pouvoir parler normalement, mais de ne pas pouvoir chanter, avec un rythme cardiaque qui s'accélère, à environ 110 à 120 mn, évidemment de manière variable selon sa condition physique, un rythme respiratoire un peu accéléré. En général, en fin de marche, la personne est légèrement en sueur. Dans une cohorte récente, l'I 2019, 16 741 femmes âgées en moyenne de 72 ans ont été suivies en moyenne pendant 4,3 ans, 504 décès sont survenus. Une diminution de la mortalité a été observée chez les personnes marchant au moins 4 400 pas par jour avec un plateau à 7 500 pas. Une étude, Saint-Maurice, avec mesure des pas par accéléromètre, plus fiable que des données déclaratives, portant sur un échantillon représentatif des adultes américains de plus de 40 ans, 4 840 adultes avec un suivi moyen de 10,1 ans retrouvent des résultats semblables. Dans un autre travail, Hall, chaque augmentation de 1000 pas a été retrouvée associée à une baisse en moyenne de 12%, écart de 6 à 36% de la mortalité. Ainsi apparaît depuis peu la notion essentielle que les premiers pas, même inférieurs aux recommandations officielles, se traduisent déjà par un bénéfice de santé. Un pas moyen est évalué à 64 cm, variant entre 50 et 80 cm selon les personnes et en particulier leur taille. Une marche d'environ 7500 pas peut être estimée de l'ordre d'un peu plus de 5 km/h. Ces données ont été confortées en 2019 dans une cohorte européenne portant sur 14 599 personnes, de 40 à 79 ans, et un suivi moyen de 12,5 ans. Diminution de la mortalité de 28 à 33% chez les personnes observant les recommandations de l'OMS, soit 150 minutes d'activité physique moyenne ou plus intense par semaine. Les équivalences ont été données. Entre 40 minutes de marche rapide 5 km/h par jour ou une activité ménagère assez intense de 45 minutes par jour, ou promener son chien 50 minutes par jour ou jardiner 60 minutes par jour. Une activité plus intense ou plus prolongée était associée à une plus grande diminution de la mortalité. Ces informations doivent être perçues comme des ordres de grandeur, les activités dépendant évidemment des conditions exactes de pratique. Ces différentes activités, prolongées, sont des activités aérobies qui nécessitent de l'oxygène. Elles sont d'intensité modérée et soutenue et utilisent d'abord les petites,
réserve glucidique puis celle des lipides. Elle sollicite le système cardiovasculaire de manière prolongée au contraire de l'activité anaérobie, plus intense et plus brève, utilisant surtout des glucides. Les bénéfices de l'activité physique sur l'espérance de vie sont surtout étayés pour les activités aérobies. L'évaluation de la condition cardiovasculaire, aérobie, peut se faire scientifiquement par une mesure dite d'équivalent métabolique, mais métabolique équivalent task, mais des outils du quotidien permettent de l'apprécier plus simplement comme par exemple monter 4 étages d'escalier sans être essoufflé ou encore mesurer le temps nécessaire pour monter 60 marches d'escalier. Une bonne condition cardiovasculaire est observe pour un temps de moins de 40 à 45 secondes, mais mettre plus de 90 secondes est associé à une mortalité importante à 10 ans. Les bienfaits des activités anaérobies, force, souplesse, existent aussi, mais ils sont moins argumentés. Leurs effets sont réels sur l'espérance de vie mais moindres que ceux des activités aérobies. La sédentarité est un facteur qui prend de plus en plus d'importance. Il est encore trop mal compris et son importance est encore très vraisemblablement sous-estimée. Il s'agit d'un état dans lequel les mouvements sont réduits au minimum. La dépense énergétique est alors à peu près équivalente au métabolisme de base, de repos. La sédentarité est à différencier nettement de l'activité physique insuffisante. Une personne peut être active physiquement, de manière modérée voire intense en fin de semaine et être très sédentaire pendant la semaine. Quel que soit par ailleurs le niveau d'activité physique, d'intense à très faible, le fait d'être aussi sédentaire est associé à une mortalité accrue, même en cas d'activité importante, pas-elle. Des niveaux élevés de comportement sédentaire sont associés défavorablement à la fonction cognitive, en particulier chez les personnes âgées, à la dépression, aux marqueurs de risque cardiovasculaire, Saunders. D'où le conseil, ne pas rester assis plus de 7 heures par jour, se lever quelques minutes toutes les 1h30 à 2h. À remarquer que le processus biologique défavorable de la station assise est très prolongé sur un ictémère. Et qu'au contraire, le processus positif de l'activité physique assez intense prend assez peu de temps sur les 24 heures. Le réaliser est important pour prendre conscience de l'importance de lutter contre la sédentarité, même si l'on est physiquement actif. Mais comment agissent l'activité physique et la moindre sédentarité ? Contrairement à une idée simple et assez intuitive, ces bénéfices ne sont pas uniquement dus à une meilleure oxygénation tissulaire. Le muscle sécrète des substances appelées myokines telles que l'irisine, messagère bien nommée du muscle à l'ensemble de l'organisme, sa dénomination venant d'iris, messagère des dieux dans la mythologie grecque. Elles agissent sur les tissus cibles en interaction avec les adipokines du tissu adipeux. Elles vont ainsi pouvoir modifier la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire diminuer une mauvaise utilisation des sucres et des graisses par l'organisme, ou améliorer les défenses immunitaires. Ainsi peuvent survenir les effets bénéfiques en particulier contre les maladies cardiovasculaires et le risque de cancer. Ion. L'activité physique agit contre le stress oxydatif, l'inflammation. Par son action sur l'activité télomérase, elle a une action protectrice vis-à-vis des télomères. Elle a ainsi possiblement une action rajeunissante, qui peut contribuer à expliquer son action bénéfique sur l'espérance de vie. En effet, les télomères sont des structures situées à l'extrémité des chromosomes. Leur raccourcissement, en rapport avec les divisions cellulaires, est corrélé avec la durée de vie. Protéger les télomères est actuellement vu comme une action positive sur l'espérance de vie. Par la sécrétion d'endorphines et la libération de molécules neurotrophiques, comme le BDNF qui stimule la plasticité cérébrale et la neurogenèse, l'activité physique agit aussi au niveau cérébral. La sollicitation des réseaux préfrontaux par l'activité physique est une autre piste prometteuse. Cette action bénéfique de l'activité physique sur la neurogenèse est à souligner. La compréhension des mécanismes d'action de l'activité physique et de la moindre sédentarité continuera à progresser, mais il est déjà manifeste qu'il s'agit d'une attitude bien préférable à la prise de produits extérieurs d'efficacité et d'intérêt non argumentés solidement. Association causalité. Chocolat et prix Nobel. Les études sur les bénéfices de l'activité physique et la moindre sédentarité sont souvent des travaux montrant une association significative entre le paramètre étudié et sa conséquence supposée.
Elles sont solides, montrant aussi fréquemment une courbe dose-réponse, plus d'activité physique et plus de bénéfices. Pour autant, il ne s'agit pas d'une démonstration indiscutable de causalité. Il n'y a pas toujours une relation causale entre deux facteurs retrouvés fortement et statistiquement liés. Cette notion est élémentaire dans les cours d'épidémiologie. Elle est pourtant bien oubliée et ou négligée dans les médias, quand sont abordées des données scientifiques mais aussi des faits sociologiques ou économiques. Une étude scientifique est souriante dans sa rédaction, publiée il y a quelques années dans une des meilleures revues du monde médical, le New England Journal of Medicine, Messerly, aurait mérité une très large diffusion médiatique. Elle devrait être régulièrement rappelée aux journalistes et aux médias. Une association extrêmement significative, petit p statistique au indice 0,00 soit une chance de se tromper de l'ordre d'1 sur 10 000, est observée entre la consommation de chocolat dans un pays et le nombre de prix Nobel. Messerly, l'auteur, a même pris le soin souriant de déclarer ses liens d'intérêt car il consommait du chocolat Lindt noir tous les jours. Ainsi la corrélation entre le niveau de consommation de chocolat dans un pays et le nombre de ses prix Nobel est clairement et peu contestablement établie. Mais pourquoi ? Cette étude a suscité d'autres travaux car apparemment certains chercheurs ont été perturbés par cette publication. Pourtant l'explication très vraisemblable est bien simple. La consommation de chocolat dans un pays est en rapport avec son niveau de vie. Dire niveau de vie élevé signifie aussi existence de nombreuses universités, et qui dit université implique chercheurs et travaux scientifiques, d'où des prix Nobel potentiels. Les études ultérieures faites par les sceptiques ont pu confirmer cette interprétation. Cet exemple illustre bien à quel point, même en cas de forte association, il ne faut pas trop vite conclure à un lien de causalité direct évident. Il est dommage que ce travail n'ait pas fait l'objet d'une grande diffusion médiatique, en particulier radiophonique et télévisée. La différence entre association et causalité, apparemment évidente, est bien trop oubliée dans notre société et ses médias, faits sociétaux, économiques, politiques. Dans cet ouvrage, beaucoup d'études décrivant des associations sont utilisées pour argumenter le propos et la critique. Une association n'est pas synonyme de causalité, pourrait s'y appliquer. Tout scientifique doit garder en mémoire que la demi-vie de la vérité scientifique est brève. Cette notion est particulièrement vraie sur le plan médical. Et à une période donnée, les données épidémiologiques peuvent varier selon les études. Dans les nouvelles recommandations de la Société américaine du cancer, American Cancer Society, concernant l'alimentation et l'activité physique, les facteurs de risque associés à l'activité physique et au régime alimentaire sont considérés responsables d'au moins 18,2% des cas de cancer et 15,8% des décès liés au cancer aux États-Unis en 2014. Rock. D'autres travaux, ont estimé qu'au niveau mondial le nombre de décès par inactivité physique était équivalent à celui lié au tabac. Quant aux données françaises actuelles, elles sous-estiment très vraisemblablement le rôle de l'inactivité physique qui serait, seulement de l'ordre de 1% dans la survenue des cancers. Récemment, une étude épidémiologique du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), en collaboration avec Unicancer, a mis en évidence qu'en France, 42% des cancers sont évitables. Si les deux facteurs de risque principaux sont le tabac et l'alcool, notre travail a aussi révélé que 17% des cancers sont liés à la nutrition, tous facteurs confondus, alimentation, obésité et activité physique, rapporte Isabelle Sergio-Mataram du CIRC et co-autrice de l'étude. C'est presque autant que le tabagisme. Maran Michalef. Les connaissances y compris épidémiologiques, évoluent sans cesse. Fort heureusement, chaque progrès dans les connaissances permet de cerner un peu plus la vérité, même s'il reste possible de se fourvoyer. L'exemple de l'ulcère gastro-duodénal et de sa physiopathologie en est une bonne illustration. Durant plusieurs générations, la participation psychosomatique était considérée comme évidente avec des traitements différents, y compris chirurgicaux, proposés selon la topographie exacte de l'ulcère et les profils psychologiques. Lorsqu'une hypothèse infectieuse a été proposée par deux chercheurs australiens, Warren et Marshall, la communauté scientifique ne les a pas pris au sérieux. Pourtant Marshall avait été jusqu'à avaler le contenu d'un tube à essai d'une culture contenant une bactérie, qui s'appellera plus tard Helicobacter pylori.
Préalablement, il s'était déjà fait pratiquer une endoscopie avec prélèvement, pour confirmer la normalité de sa muqueuse gastrique. Quelques jours après avoir avalé la préparation bactérienne, il se plaignit de symptômes fonctionnels digestifs. Stress? L'inquiétude? Il demanda une nouvelle endoscopie avec nouvelle biopsie. Une inflammation indiscutable fut retrouvée sur les prélèvements. Malgré tout, il mettra encore de nombreuses années avant de convaincre que le germe était impliqué dans la genèse de la majorité des ulcères gastro-duodénaux, hormis les lésions liées aux anti-inflammatoires. L'Helicobacter pylori se révéla aussi impliqué dans la genèse de certains cancers, en particulier celui de l'estomac. Les deux chercheurs auront une reconnaissance officielle avec le prix Nobel de médecine en 2005. Récompense ô combien méritée. L'éradication de l'Helicobacter pylori a permis de sauver des centaines de milliers voire des millions de personnes dans le monde. L'auteur de ce livre a assisté à Bordeaux à une conférence de Marshall. Pendant celle-ci, il dit : le principal obstacle au progrès des connaissances est de croire que l'on sait. Il savait de quoi il parlait, vu les oppositions et l'aveuglement de nombre de ses collègues pendant des années. L'auteur de ce livre est très convaincu de la solidité de ses arguments dans la présentation de la médecine des comportements et l'importance de l'écologie interne. Mais il garde présente à l'esprit ses critiques potentielles et la nécessité du doute scientifique. Nutrition. La nutrition est à considérer comme l'ensemble des apports et des dépenses énergétiques, c'est-à-dire bien sûr l'alimentation, mais aussi l'activité physique. Il est difficile de dissocier ces deux composantes. Sur le plan quantitatif, la mesure du poids et surtout celle de l'indice de masse corporelle IMC, poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres au carré, permettent déjà une bonne approximation. Les valeurs normales de l'IMC se situent entre 18 et 25 kg par mètre carré. Entre 25 et 30 d'IMC, la personne adulte est considérée en surpoids et au-dessus de 30, on parle d'obésité. L'obésité est dite morbide au-dessus de 35 kg par mètre carré. L'obésité est de plus en plus considérée comme une maladie en soi, et non un simple facteur de risque de diabète ou de maladie. Cela illustre la difficulté de définir ce qu'est exactement une maladie. Une autre mesure insuffisamment connue, et également insuffisamment pratiquée par les médecins, est la mesure du tour de taille. Elle se prend à la taille au niveau de l'ombilic. Pour la population européenne, les valeurs dites normales sont inférieures à 80 cm pour la femme et inférieures à 94 cm pour l'homme. Aux USA, pays ayant une population particulièrement importante de personnes obèses, les valeurs retenues sont respectivement de 88 et 102 cm. Cette mesure peut paraître discutable, un peu approximative, et ne tenant pas compte des morphologies. En pratique quotidienne, son intérêt se constate aisément, et ne justifie pas des mesures plus sophistiquées comme le rapport tour de taille, tour de hanche. Pourquoi mesurer le tour de taille ? La mesure donne une estimation de la graisse intra-abdominale. Pour des raisons hormonales, l'homme et la femme ont une répartition des graisses différente, davantage au niveau des hanches chez la femme. De manière imagée, il est dit que les femmes ont une morphologie plutôt en type de poire, et les hommes davantage en type de pomme. Cette notion est assez récemment revenue d'outre-Atlantique en citant les travaux du professeur Jean Vague de Marseille. Il avait déjà décrit la toxicité de la graisse abdominale, la forme de poire et de pomme selon le sexe, dès la fin des années 1940, puis les Français l'oublièrent. Quand une personne prend du poids, les graisses se stockent dans l'ensemble du corps, en particulier sous la peau mais préférentiellement dans l'abdomen. Les bourrelets graisseux disgracieux attirent davantage l'œil et sont des motifs de perte de poids pour des motifs esthétiques, mais ils ne sont pas les plus dangereux pour la santé. La graisse stockée en intra-abdominal est beaucoup plus toxique, même s'il existe aussi une graisse dite brune, rétropéritonéale et aussi en particulier susclaviculaire, bénéfique pour brûler de l'énergie. Cette graisse intra-abdominale, et ou ses métabolites et ou ses sécrétions, va passer au niveau du foie, créant la stéatose ou foie gras. Elle y créera ou non des lésions sévères pouvant aller jusqu'à la cirrhose avec ses complications vitales, en particulier le carcinome hépatocellulaire. Mais le risque principal de la traversée intrahépatique de cette graisse et ou ses produits de dégradation est surtout, et de beaucoup, sa diffusion dans tout l'organisme,
ce qui génère d'importants risques cardiovasculaires et ou de cancer. C'est dire que lorsque le diagnostic de surcharge en graisse dans le foie est posé, il est plus important de prendre en soin la personne dans ses différentes dimensions que de se restreindre à s'occuper seulement du foie. Cousigou. La mesure du tour de taille est un outil prédictif de santé de grande valeur. Le mètre ruban de la couturière ne devrait pas être ignoré et prendre toute sa place par rapport au stéthoscope autour du cou, si symbolique du médecin. Le stéthoscope reste évidemment utile, mais moins sur le plan épidémiologique. Au niveau nutritionnel qualitatif, les informations que diffuse l'Agence Santé publique France commencent à être connues de la population. Les approches caloriques et quantitatives deviennent moins chiffrées et tiennent compte du comportement de l'être humain. Les messages de Santé publique France insistent sur 3 thèmes. Augmenter les fruits et les légumes secs, lentilles, haricots, pois chiches, les fruits à coque, noix, noisettes, amandes non salées, le fait maison sans oublier l'activité physique. Aller vers le pain complet ou les céréales, les pâtes, la semoule et le riz complet, les poissons gras et maigres en alternance, l'huile de colza, de noix et d'olive, une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée, les aliments de saison et les aliments produits localement, les aliments bio. Réduire l'alcool, les produits sucrés et les boissons sucrées, les produits salés, la charcuterie, la viande, porc, bœuf, mouton, agneau, abats, les produits avec un Nutri-Score DEE sans oublier le temps passé assis. Le sel. L'hypertension artérielle est un autre facteur de risque majeur de la santé. Parmi les facteurs déjà abordés, l'alcool, l'activité physique insuffisante, la sédentarité sont particulièrement impliqués dans sa genèse. Mais un autre facteur a une part essentielle dans la tension artérielle, à savoir le sel. Les Français consomment trop de sel. C'est le constat fait dans le rapport de la commission d'enquête sur l'alimentation industrielle en 2018. Le Français consommerait en moyenne 10 à 12 grammes de sel par jour, soit le double de la recommandation quotidienne émise par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une courbe dose-réponse est observée entre la consommation de sel et le niveau de tension artérielle. Que la tension soit normale et surtout élevée, Wang. 6 grammes de sel équivalent à 2,4 grammes de sodium x 2,5. Les recommandations actuelles de l'OMS ont une consommation de 2,4 grammes de sodium, paramètre consultable sur les étiquettes des produits alimentaires, au maximum en moyenne par jour. La prise excessive de sel est un des 3 facteurs en cause dans plus de la moitié des décès liés aux apports nutritionnels. Les 2 autres sont les apports insuffisants en fibres et en fruits, fruits. Le sommeil. Il s'agit d'un autre comportement défavorable pour la santé quand il est trop court ou trop long, ou que les cycles normaux ne sont pas respectés. Le risque de maladies chroniques, en particulier cardiovasculaires, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, de diabète est augmenté en cas de durée de sommeil inférieure à 6 heures ou à L', inverse supérieure à 9 heures, Fang. Une autre étude centrée sur le dit syndrome métabolique retrouve des résultats semblables, 11e, chez les enfants. Un temps de sommeil court est associé à un risque d'obésité, risque majoré en cas de niveau socio-économique bas ou de sédentarité. Une association entre la durée du sommeil chez les adultes et le risque ultérieur de troubles cognitifs type démence a été constatée, Sabia. La compréhension des mécanismes en cause dans les pathologies associées à un sommeil dit anormal progresse mais reste encore insuffisante. Un déséquilibre d'hormones impliquées dans la satiété est ainsi observé dans les troubles du sommeil. La leptine, du grec leptos mince, sécrétée par le tissu adipeux pendant le sommeil, est plus basse au niveau sanguin en cas de sommeil d'une durée trop brève et l'inverse est observé pour la gréline qui favorise l'appétit. Des troubles de l'immunité, des défenses de l'organisme sont constatés dans les pathologies du sommeil. De nombreuses causes de mauvais sommeil sont connues. Augmentation du travail de nuit, durée des transports, pollution sonore et lumineuse en ville et surtout les nouvelles technologies, écrans, smartphones, tablettes qui s'immiscent jusque dans les lits. Le sommeil est trop souvent perçu comme du temps perdu. Il est négligé, raccourci, retardé, maltraité et est devenu une variable d'ajustement, J.G. Xeri essayiste. Un facteur de risque particulier, le stress. Épigénétique. Le rôle du stress dans la santé et le développement des maladies est un thème très ancien. Peut-être était-il déjà en rapport avec la conception de la maladie,
comme une erreur ou une faute dans la société. Il a aussi été une explication pour les maladies sans cause reconnue comme pour l'ulcère gastro-duodénal, avant la découverte de l'existence de l'Helicobacter pylori. La médecine psychosomatique, sans s'y réduire, lui fait une place importante. Les progrès de l'épigénétique ont apporté des explications scientifiques à son rôle. L'être humain possède un nombre limité de gènes, nombre pas tellement différent de celui de nombreux êtres vivants, en particulier les gènes codants pour des protéines. Ainsi 99% des séquences de gènes codants pour des protéines sont conservées entre la souris et l'humain, mais ce pourcentage chute à 20% pour les gènes non codants. Les gènes pourraient être comparés aux notes de musique disponibles, en nombre limité sur un orgue, gamme-jeu, mais à partir de notes il est possible de composer des œuvres musicales bien différentes, simples ou complexes, avec un seul instrument ou un orchestre, chef d'œuvre ou pas, et ce peut être une représentation de l'épigénétique. À partir de la composition musicale il y aura des livrets différents selon les instruments, cuivre, cordes, vent. Comme pour les différents organes du corps, cœur, foie, poumons, cerveau, et il y aura ensuite, illustrant l'épigénétique, la qualité des instruments et des interprètes comme les différences entre les jeux et les timbres de l'instrument de musique. Cette allégorie musicale vise à faire percevoir la complexité de l'épigénétique. Par l'intermédiaire des facteurs d'environnement, les capacités d'expression des gènes se modifient, méthylation ou pas des gènes ou autres modifications biochimiques de l'enveloppe du gène sans que la structure des bases azotées constitutives ne soit modifiée, ARN non codant. L'épigénétique permet la lecture ou pas des gènes et leurs différentes expressions. Les facteurs d'environnement modifient l'enveloppe des gènes, la genèse des ARN non codants et ces modifications sont mesurables, par exemple méthylation ou pas d'un gène dans le tissu et même dans le sang circulant. C'est ainsi que le rôle du stress a été mieux compris, et continue à faire l'objet d'études comme dans le stress post-traumatique. Les modifications épigénétiques induites par des stress, en particulier à des âges critiques de la vie intra-utérine, petite enfance, adolescence, ménopause, peuvent être durables. Elles persistent parfois toute la vie, elles semblent même pouvoir être transmises à la descendance. Par ailleurs, le stress modifie des paramètres immunitaires. Ces données ont renforcé la croyance assez présente dans la population générale, de l'importance du stress dans la genèse des maladies. Son rôle est peu discutable mais sans doute pas au niveau de la croyance populaire. Ces effets se font plus probablement par l'intermédiaire des modifications de comportement de mode de vie qu'il induit, et beaucoup moins de manière directe. Ainsi les études chez l'homme ne montrent pas d'association significative entre le fait d'avoir connu des symptômes dépressifs et la survenue ultérieure d'un cancer. Certains patients éprouvent pourtant le besoin de trouver une cause psychologique à leur cancer, comme pour donner un sens à la maladie. L'auteur garde en mémoire l'histoire qu'il a vécue d'une femme hospitalisée pour un blocage total de son alimentation, survenu 2 jours à peine après le décès brutal d'un de ses très proches. Le soir de l'admission à l'hôpital, une participation psychologique paraissait probable. Perte d'un être cher difficile à avaler. L'endoscopie le lendemain montrait un cancer obstructif du bas œsophage. Le choc émotionnel n'était évidemment pas le principal responsable du cancer. Même si le stress avait sans doute précipité la survenue des symptômes. Les données concernant la pathologie cardiovasculaire, bien qu'encore limitées, sont plus probantes. Une faible association est retrouvée entre symptômes dépressifs et pathologie cardiovasculaire. Le rôle du stress est plus vraisemblable dans l'aggravation de la pathologie et dans la survenue de sa manifestation clinique, comme par exemple un infarctus du myocarde sur une pathologie coronarienne préexistante s'étant développée à bas bruit. Une participation majeure dans le développement de la pathologie cardiovasculaire chronique est moins évidente, Archfield, mais ce type d'explication ne convainc guère et l'importance du stress comme responsable de nombre de pathologies reste une opinion très répandue. La phrase « le moral c'est la moitié de la guérison » est souvent entendue et ne se vérifie malheureusement pas souvent dans les maladies cancéreuses, en particulier métastatiques. En pratique, il ne faut bien sûr pas négliger l'importance du stress dans les pathologies chroniques, plus dans le vécu des personnes malades que dans l'état actuel des connaissances, dans une participation majeure dans la genèse de la pathologie chronique elle-même. Par contre, le rôle du stress, à travers l'épigénétique, dans les modifications de comportement,
tabac, alcool, alimentation, sédentarité, et donc les pathologies, même longtemps après sa survenue, est vraisemblablement sous-estimé. Sur ce thème, le rôle du tabac est souvent mal compris. La cigarette semble diminuer momentanément le stress, l'anxiété et la dépression, mais il s'agit souvent d'un cercle vicieux. La cigarette entretient les différents symptômes qui s'améliorent en fait, quelques semaines après le sevrage tabagique. Ce sevrage a un effet équivalent ou supérieur à des traitements des troubles de l'humeur, Taylor. Les soignants doivent davantage en prendre conscience pour mieux comprendre les difficultés de vie, les difficultés à changer des personnes qu'ils rencontrent. Evolution dans le regard sur les facteurs de risque. En achevant ce tour d'horizon, ce survol des principaux facteurs de risque des maladies chroniques, il n'est pas sans intérêt de regarder l'évolution des analyses et des recommandations collectives à partir de l'activité physique. Les recommandations ont d'abord ciblé certains groupes, avant de s'élargir progressivement en s'adaptant à l'ensemble de la population. L'activité conseillée a été d'abord uniquement aérobie, avant de réaliser de l'importance d'y associer des activités anaérobies. L'intensité de l'activité devait être intense, puis l'utilité de toute activité physique même peu intense a été reconnue. Il fallait que l'activité soit suffisamment longue, 10 à 15 minutes au moins, pour être reconnue comme bonne pour la santé. Et maintenant toute activité même brève est reconnue comme bénéfique, digne. Par exemple, les recommandations américaines et britanniques ont supprimé de leurs préconisations la nécessité de cumuler des périodes d'activité d'au moins 10 minutes. Les facteurs de risque apparaissent aussi de plus en plus liés. Ainsi, les recommandations canadiennes de santé sur 24 heures, ROS 2020, associent le niveau d'activité physique, le temps de sédentarité, le temps et la qualité du sommeil. Plus encore, depuis... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.